Du coup, alors on remercie nos élus qui sont présents. Donc Monsieur Suot, maire de Mantes, Madame Mayol, vice-présidente du conseil départemental, régional, pardon, excusez-moi, régional. Monsieur Pierre Courel, l'huissier, donc député de la Lozère, et Madame Sophie Pantel qui arrivera à 16h15, du coup, voilà, qui est présidente, présidente du conseil départemental. Pour que l'Assemblée puisse participer, on a mis en place, je vais le lever pour que vous voyez mieux, deux gestes. Donc celui-là pour approuver et celui-là pour exprimer un désaccord. Comme ça, on peut aussi faire participer l'Assemblée qui est en face. Voilà, merci beaucoup. Du coup, moi, je vais très brièvement présenter le mouvement Youth for Climate et pourquoi on est là aujourd'hui. Du coup, nous, la jeunesse, sommes nés dans un modèle de société mondialisée, responsable de la catastrophe environnementale et sociale actuelle, et c'est notre futur qui se dérobe sous nos yeux. Heureusement, quelque chose se passe aujourd'hui. Une colère verte gronde sur fond de désordre écologique toujours plus visible. La démission de Nicolas Hulot, les participations massives aux marches pour le climat, l'État français porté en justice pour inaction climatique par plus de 2 millions de ses citoyennes et citoyens, tous ces événements récents confirment que le mouvement écologiste prend de l'ampleur. De plus, la jeunesse, elle aussi, à travers le mouvement Youth for Climate, se mobilise à travers le monde entier. Tous ces mouvements montrent l'urgence d'une transformation globale où questions sociales et écologiques fusionnent. Cependant, face à l'aggravation du dérèglement climatique, les engagements pris par les États du monde entier à la COP21 sont dramatiquement insuffisants. En nous promettant un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, ils nous conduisent vers une catastrophe planétaire dans les décennies qui viennent et menacent d'ores et déjà les populations les plus vulnérables. L'espoir de voir la tendance s'inverser s'amenuise avec la COP23 qui a révélé l'incapacité des États à revoir leurs engagements à la hausse rapidement. Pourtant, tout n'est pas perdu. Selon le dernier rapport du GIEC, 50 à 70% des leviers d'action se situent au niveau local. Ainsi, chaque élu local, chaque citoyenne et chaque citoyen peut s'emparer de ce problème, apporter des solutions efficaces, réplicables et faciles à mettre en œuvre au niveau de son territoire. Et c'est donc pour cela que nous, le mouvement Youth for Climate Lozère, avons organisé cette réunion. Nous remercions donc chaleureusement nos élus d'être présents. Et nous sommes conscients qu'ouvrir les yeux face à la catastrophe climatique actuellement en cours est un énorme pas, et c'est pour cela que nous vous sommes très reconnaissants d'être là. Nous sommes ensemble face à cet immense défi, et nous, ensemble, avons le pouvoir de changer les choses. Donc voilà un peu qui on est, mais avant de commencer réellement le débat, j'essaie de faire un petit point sur où est-ce qu'on en est en fait sur le climat, parce qu'on vous a mis un résumé du rapport du GIEC, mais tout le monde ici n'est pas forcément au courant, donc j'ai essayé d'être bref et de résumer tout ça. Donc, depuis 1850, c'est-à-dire les premières relevés scientifiques modernes des températures, la planète a connu un réchauffement d'à peu près 1 degré. Et ce, à cause des gaz à effet de serre émis par les différentes activités humaines. On peut avoir l'impression qu'en fait, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, dans 20 ans, 30 ans, mais pas du tout. On le voit déjà aujourd'hui, en fait, le réchauffement climatique. Les catastrophes qui peuvent subvenir. On peut prendre par exemple l'incendie en 2017 qui a ravagé la Californie, qui a mobilisé plus de 5000 pompiers, tué plus d'une dizaine de personnes, et plus de 300 000 civils ont été évacués à cause de l'incendie qui était dû aux sécheresses liées au réchauffement climatique. Et ensuite, il est important aussi de préciser que chaque demi-degré est très important. Chaque demi-degré compte et il faut vraiment se mobiliser maintenant. Par exemple, pour 1,5 degré de plus en moyenne sur la planète, c'est 45% de la production du blé en Afrique qui va être perdue. Alors que pour 2 degrés, c'est 60%, donc 15% supplémentaire pour un petit demi-degré. Donc chaque demi-degré est vraiment très important. Mais à part ça, on a quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je vais commencer par la mauvaise, c'est qu'en fait, il est bientôt trop tard. Il n'est pas encore trop tard, c'est vrai, mais il est bientôt trop tard. Parce qu'on rentre petit à petit dans des cercles vicieux. Par exemple, la fonte de la banquise, qui est une surface blanche qui permet de réfléchir la lumière et par conséquent la chaleur, va laisser place à des sols noirs qui vont absorber la chaleur et amplifier le phénomène de fonte des glaces. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les causes du réchauffement climatique et que ces causes, c'est nous-mêmes. Donc on peut agir, on est capable de le faire, mais il faut le faire maintenant. Et ça, le gouvernement l'a bien compris et a pris beaucoup d'engagements, notamment lors de la COP21 qui s'est déroulée à Paris,
où la France a affiché l'objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050, c'est-à-dire zéro émission nette de carbone. Donc pour ce faire, la France devrait baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 3% par an. Mais à ce moment-là, je vais m'adresser à vous et vous poser une question. À votre avis, est-ce que la France a pu tenir son engagement et en 2017, elle a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 3%, seulement de 1%, ou elle a quand même encore augmenté, malgré le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre à hauteur de 1%. Je vous laisse la parole, le micro, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Merci. Question française, oui. Bonjour tout le monde, merci de votre invitation. Je crains que la France n'ait pas respecté ses engagements. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Alors je n'ai pas les ratios, je ne prétends pas avoir les ratios, mais le problème c'est qu'il y a une prise en considération, mais elle n'est pas suffisante, et c'est pour ça qu'il est important que ce type de réunion se fasse avec l'ensemble des citoyens, parce que comme vous le dites, c'est un problème de tous les citoyens, entreprises, industriels, pouvoirs publics, et aujourd'hui, la France est encore en retard. Merci. Oui, si tout le monde peut s'exprimer, ça serait... Je vous remercie. Oui. Donc c'est-à-dire, à votre avis, c'est plutôt moins 3%, moins 1% ou plus 1%? Alors, j'espère que c'est le plus proche possible de zéro. J'ai peu d'espoir que ce soit moins 3%, malheureusement. Effectivement, de toute façon, même si c'était plus, si on était sur une pente croissante, même 1%, ce serait minime par rapport aux efforts qu'il faut vraiment réaliser aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, la pente que l'on prend aujourd'hui va nous mener vers, telle que les climatologues la dessinent, va nous mener vers une augmentation de plus 3%, de plus 3 degrés au niveau de la température de la planète. Et là, c'est très très inquiétant, c'est ce que tu disais. Et effectivement, aujourd'hui, la France a quand même engagé des démarches, a été leader sur les démarches climatiques. Pour autant, il faut qu'on mette nos discours tous en cohérence. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le sujet, mais on va toucher véritablement à la question du modèle de société, savoir quel modèle justement permet d'aller le plus rapidement possible vers une baisse de nos effets néfastes. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette organisation et cette invitation. Donc moi aussi avec plaisir j'y réponds volontiers. Je pense moi qu'on a dû encore progresser de 1%, malheureusement. Et après je pense aussi que la France, on n'est que 66-7 millions d'habitants sur une planète qui en comptera bientôt. On ne sera pas loin des 10 milliards, et que depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises quand même, bonnes ou pas bonnes, forcément elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y a quand même une prise de conscience qui est déjà ancienne sur les enjeux environnementaux, et dont on a pris conscience. Alors est-ce que c'est assez ou pas assez? C'est la question. Est-ce qu'on peut faire plus? Je pense que oui. Cela dit, la problématique étant mondiale, elle ne vient pas que du seul peuple français ou que de la seule vieille Europe, même si on contribue largement, la seule Europe, la seule Lozère, oui, effectivement, même si on contribue largement, effectivement, à la dégradation climatique. Mais il y a un certain nombre de lois qui ont été prises depuis longtemps. Moi, je connais un petit peu le domaine de l'eau. Et donc, j'ai connu l'époque où il n'y avait aucune réglementation sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Puis je connais maintenant l'époque où, effectivement, après les lois pêche de 84 ou les lois sur l'eau de 92, réadaptées en 2006, on a un certain nombre quand même d'exigences qui sont posées et qui ont fait du bien pour le respect, par exemple, des milieux aquatiques. Mais on peut démultiplier ces exemples-là à tout un tas de domaines, sur, par exemple, les consommations énergétiques dans les maisons, sur les isolations,
qui ont pour effet inverse, c'est-à-dire qu'on isole pour l'hiver pour moins consommer d'énergie, mais on est obligé de consommer de l'énergie l'été parce que les maisons se réchauffent, enfin, ça fait des cocottes minutes, et donc il faut les climatiser pendant l'été. Donc il y a des effets parfois pervers des mesures qu'on peut prendre et qui semblent aller dans le bon sens au départ et qui finalement se retournent un peu contre l'objectif pour lequel elles avaient été mises en œuvre. Alors oui, mais sachez que actuellement, la France ne tient pas ses engagements et on a connu une augmentation des gaz à effet de serre de 3,2%, ce qui est énorme. À titre comparatif, en moyenne, dans toute l'Europe, c'est 1,8%. Pardon. Et effectivement, il y a plein de différents projets qui sont mis en place, sauf que même ces projets, s'ils étaient parfaitement respectés, ils ne suffiraient pas et ils ne limiteraient même pas le réchauffement climatique à plus 3, plus 4 degrés. Donc vraiment, c'est impératif de changer les choses aujourd'hui et d'appuyer là-dessus. Effectivement, il y a des choses qui sont faites, mais c'est complètement insuffisant. Donc on sait que c'est extrêmement en fait compliqué, on ne peut pas tout régler comme ça d'un coup aujourd'hui. Donc on vous propose qu'en plus on n'a pas de temps, que vous nous dites juste la vérité et pas ce qu'on a envie d'entendre. Parce que oui, c'est vrai, il y a des problèmes et on ne peut pas tout régler comme ça, donc on n'est pas dupes non plus. Donc si vous pouvez être direct avec nous, ça serait un gain de temps. On vous remercierait beaucoup. Merci. Du coup, on va structurer le débat en 3 grandes parties. Donc d'abord, Salomé va donc poser plusieurs questions sur les transports, puis Emeline abordera un point sur l'alimentation. Et enfin, Mathéo, au milieu, finira par nous parler des énergies et vous questionner sur ce sujet. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de temps et on tient vraiment à ce que l'Assemblée puisse aussi s'exprimer à la fin. Alors, on va vous demander, en fait, à chaque fois, ils vont vous parler et vous poser une question et d'essayer de vous répartir le temps pour essayer en tout de répondre à une dizaine de minutes. On sait que c'est peu, mais on tient vraiment à laisser à l'Assemblée à pouvoir s'exprimer après, pour qu'ils puissent poser des questions aussi. Donc on vous demande vraiment de tenir ce temps-là. Voilà, merci. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est le premier article de la Charte de l'environnement de 2004 qui est dans notre Constitution. On sait qu'aujourd'hui en France, le secteur des transports est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour avoir une idée, une voiture produit en moyenne 140 grammes par kilomètre de CO2 et le train par passager 9 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est énorme, même le train c'est beaucoup, mais c'est moins. La France, en 2015, a signé les accords de Paris qui s'est engagé en 2050 à avoir atteint la neutralité carbone. Et le transport, c'est hyper important dans cet objectif, c'est-à-dire que le but serait de ne plus avoir de transport qui utilise des énergies fossiles en 2050. Dans l'idéal, il faudrait arrêter de mettre en vente des voitures qui utilisent de l'essence ou du diesel en 2030. Sauf que récemment, au Sénat, il a été refusé de mettre dans la loi l'interdiction de vendre des voitures à énergie fossile à partir de 2040. Donc de ce côté-là, on sait que ça va être lent, ça va être long et ça ne va pas trop marcher. Plus localement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Dans le département de la Lozère, par exemple, il y a beaucoup d'aires de covoiturage, des bus, des navettes et des trains à l'échelle régionale. Monsieur le député, vous avez récemment posé une question au gouvernement sur le désenclavement de la Lozère. Donc c'est bien, on vous en remercie. Mais je pense qu'on est d'accord que c'est pas assez et que c'est pas ça qui va changer, qui va tout changer et qui va faire qu'on va arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc, par exemple, les bus, c'est quand même 45 grammes par passager de CO2 par kilomètre. C'est
beaucoup, moins que les voitures, mais c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'en passant à l'électrique, ça produirait moins de CO2 et de gaz à effet de serre. Les aires de covoiturage, très peu de personnes les utilisent car il y a un gros manque de communication à leur propos. Les pistes cyclables sont très absentes de beaucoup de villes et de villages, si on peut dire des villes, en Lozère. Donc la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous comptez faire concrètement et à votre échelle chacun pour qu'on ait diminué drastiquement la production de CO2 dans le secteur des transports. Les transports interurbains, les trains, les bus que vous empruntez notamment pour les transports scolaires, mais également toutes les mobilités, bientôt avec les intercommunalités dans le cadre d'une future loi qui s'appelle la loi des mobilités. Donc on est dans le sujet. Alors d'abord, les solutions pour pouvoir réduire nos impacts, c'est d'abord développer le transport collectif. C'est tout simple, mais effectivement, comme tu l'as bien précisé, ça émet moins que le transport individuel voiture quand on utilise un train ou un bus. Contrairement à ce qu'on pense, la solution, c'est pas le bus électrique, qui a d'autres perversités, et notamment les transporteurs lozériens, avec lesquels on travaille sur une alternative au bus diesel, nous disent que c'est pas ce qui convient, qu'il faut aller vers une expérimentation sur les bus à hydrogène, ou les bus à gaz, production de gaz naturel dit vert, c'est-à-dire propre, qui utilisent des ressources locales, et pas, on ne va pas utiliser des terres agricoles pour fabriquer ces gaz. Ça doit être issu d'une économie circulaire de déchets, par exemple, ou d'autres produits de l'économie locale. Ça, c'est la première option. Ensuite, les trains. On est la première région à expérimenter en zone de montagne la machine à hydrogène pour les trains, pour effectivement trouver une alternative aux machines diesel qui polluent énormément, mais qui sont adaptées quand même à nos territoires de montagne. Donc pour l'instant, devant le vide en termes technologiques, c'est un transport collectif, et c'est un transport collectif adapté aux zones de montagne. Et après, il y a les solutions individuelles, et c'est pour ça qu'au niveau de la région, on développe au travers du dispositif LIO. LIO, c'est les bus que vous voyez, c'est les TER, c'est les transports scolaires, et ça va être demain des plateformes de covoiturage au niveau régional, parce qu'effectivement, on n'est pas allé assez loin là-dessus, et une amélioration de ce qu'on appelle le transport à la demande, qui est un système où vous appelez un transporteur et vous avez un transport individuel ou petit collectif à disposition. Aujourd'hui, il faut le dire, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on revoie le système, parce qu'il n'est pas adapté à tous les publics. Il a été fait à l'origine pour certains publics, comme les publics seniors ou personnes en situation d'insertion, en situation sociale particulière. Et également, on a mis en place des chèques qui peuvent permettre à des personnes dans la difficulté sociale d'accéder à des véhicules dits propres, donc notamment électriques, les voitures électriques, ou en tout cas de revenir vers des voitures essence dans un premier temps. Parce qu'il faut aussi dire les choses, il y a des gens aujourd'hui qui ont des voitures diesel et qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Dans un département comme le nôtre, où pendant des années il y a eu une non-prise en considération du transport collectif, où finalement on n'y a pas pensé, on ne l'a pas réfléchi, on ne l'a pas organisé, la voiture reste un moyen aussi de lien social, et donc on ne peut pas aujourd'hui dire on va enlever les clés de la voiture à tous ceux qui utilisent des voitures diesel, puisque sinon ils seraient bien embêtés pour se déplacer. Oui, mais tu as consommé 9 minutes 30 sur 10, donc. Ah, 3 minutes 40, c'est ça. Oui, supprimer le diesel et l'essence, tout le monde est extrêmement favorable, mais dans le même temps, on nous dit que la voiture électrique, c'est pas la panacée, parce que pour avoir des voitures électriques, il faut produire de l'énergie, enfin, il faut consommer de l'énergie pour produire de l'électricité, donc c'est pas forcément le Pérou non plus. Alors peut-être du côté de l'hydrogène, il y a des choses à faire. Moi, je vais parler sur le plan très local, donc de ce point de vue-là, puisque la
sur la commune de Mende ou la communauté de communes Cœur de Lozère. Donc sur un petit territoire, effectivement, depuis déjà longtemps, on a essayé d'organiser du transport public qui a ses limites parce qu'il y a une vieille habitude dans nos territoires très ruraux avec une réalité, c'est qu'on a besoin de la voiture ici, peut-être plus que dans la ville. Dans les grandes villes, les gens ils peuvent vivre toute leur vie sans avoir besoin du permis de construire s'ils le souhaitent. Ici à la campagne, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on s'aperçoit que cette politique de mise en place de transport urbain sur une petite ville de Mende, ça fonctionne très bien pour le scolaire, ça fonctionne beaucoup moins bien pour les adultes parce qu'on n'est pas dans ces habitudes-là, malheureusement sur le territoire, et que c'est très difficile de changer les habitudes. Alors peut-être parce que nous on n'est pas bon, et moi je m'y mets bien dedans, parce que peut-être notre transport urbain, avec les moyens financiers qu'on a, il ne répond pas complètement à ce que pourraient souhaiter les gens, notamment en termes de temps de déplacement d'un point A vers un point B. Peut-être que pour aller de Fontagny au lycée technique, il faut beaucoup trop de temps en regard du kilométrage qu'il y a. Donc il y a peut-être des adaptations à faire de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi à l'échelle de la petite communauté de communes Cœur de Lozère des adaptations aussi à faire pour pouvoir permettre aux gens qui sont à l'extérieur, avec les aires de covoiturage ou les embryons aussi, puisqu'il en existe quand même un transport, Sophie Pantel pourra en parler tout à l'heure, entre Mende et Florac par exemple, il y a une navette tous les jours qui fonctionne moyennement bien. Mais moi je voudrais bien constituer aussi un réseau avec les 6 communes, les 6 autres communes de la communauté de communes Cœur de Lozère. Donc il y a des choses à faire de ce point de vue-là sur ces transports. Et du coup, donc, vous savez qu'il y a un problème, mais concrètement, par exemple au niveau de Mende, que ça fonctionne très bien chez les étudiants, écoliers, mais pas au niveau de la population. Donc concrètement, vous avez des solutions à ce problème? Alors, l'ambition que je me donne, c'est qu'on puisse travailler effectivement au parcours, au temps de parcours, aux différentes navettes qui existent, pour voir s'il n'y a pas des améliorations d'interconnexion entre les différents parcours pour être plus efficient et rendre plus service. Peut-être aller aussi sur les territoires de la ville qui sont prisés par les habitants. Peut-être il y a des parcours qu'on fait qui ne servent pas à grand-chose et que peut-être d'autres seraient beaucoup plus utiles. Et vous dites beaucoup peut-être. Vous dites beaucoup peut-être, mais est-ce que c'est prévu que... Oui, en fait, pour pouvoir faire ça, il faut reposer l'ensemble du dossier sur la table, donc rouvrir une étude pour pouvoir déterminer entre nos différentes navettes, les temps de parcours qui existent, l'intérêt à analyser point par point toutes les dessertes pour savoir quelles sont vraiment utilisées et le potentiel qui existe de développement et d'adaptation du transport urbain. Est-ce que vous allez le faire? Oui. Peut-être monsieur le député, je ne sais pas. Et madame, la question était qu'est-ce que vous comptez à votre échelle faire concrètement pour empêcher les transports de générer beaucoup de CO2. Grossièrement, c'était ça. Bien, j'ai bien compris que vous souhaitiez que nous apportions des réponses cash et qu'on ne vous promène pas. Je vais être très clair. La question que vous posez, c'est une révolution industrielle que vous attendez, qui passera d'abord dans un problème de recherche technologique, tu l'as dit, et dans un mix énergétique. Alors j'ai entendu les bus à hydrogène, les voitures électriques, c'est une révolution, avec des évolutions. Vous savez qu'on essaye de faire des batteries qui soient de plus en plus compétitives et en termes de technologique et de coût. Les avions, c'est du kérosène. Et donc on nous demande aujourd'hui, et on comprend, de changer un dispositif qui existe depuis des années pour trouver d'autres sources. Je vous prends un exemple sur le bus à hydrogène. Récemment, j'ai visité l'école de formation des sapeurs-pompiers. Le problème d'une voiture diesel, quand vous mettez le feu, elle va mettre 2 heures pour brûler et elle n'explose pas.
Une voiture essence qui brûle explose assez rapidement. Et l'hydrogène, c'est une torche à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc tout le problème aujourd'hui, la technologie peut avancer, mais la sécurité doit également avancer. Et donc c'est cet équilibre entre recherche technologique, sécurité et évolution dans les énergies utilisables qui nous interpelle. Alors, vous l'avez au niveau d'un département, au niveau d'une région, au niveau d'une commune, d'une communauté commune. Quand on se situe au niveau national, quels moyens avons-nous? Inciter les industriels à faire des recherches technologiques avancées. Et pour ça, il y a l'incitation financière, fiscale, voire sociale. Et c'est toute la réponse que l'État français, aujourd'hui, a apportée. Alors, c'est sûr que ça coûte de l'argent, mais c'est l'avenir de la planète. Voilà. Donc, la réponse est, il y a des évolutions très importantes en recherche technologique. C'est compliqué de passer au tout électrique. Très compliqué. On est passé sur le train, vous n'avez pas connu les trains à vapeur. On a électrifié les trains. Aujourd'hui, il faudrait que le dispositif ferroviaire change totalement de technologie. C'est long, compliqué, et comment vous dire, c'est cher, mais, et puis c'est pas forcé qu'on trouve. Puis vous avez un petit problème en France, je tiens à le signaler, c'est l'introduction du principe de précaution dans la Constitution, qui poussait à l'extrême pourrait interdire toute recherche technologique, médicale. Il y a un risque, donc j'y vais pas. Et donc il faut que les industriels soient quand même rassurés, tenter des choses, tenter des évolutions technologiques, on est là pour vous soutenir. Et le poids d'un ministère de l'Environnement aujourd'hui, dans un gouvernement, c'est de dire à l'appareil gouvernemental, il me faut de l'argent pour aider les industriels à trouver d'autres technologies. Je garde le micro du coup 1 minute parce que je veux d'abord dire effectivement que Pierre Morel a raison, il faut financer la recherche. Et pour ça, ça pose la question que vous devriez nous poser plus tard de l'acceptation de la fiscalité écologique. Comment on finance cette révolution? Deuxième point, c'est que tu disais à Laurencio, vous dites beaucoup peut-être. Mais pourquoi il dit peut-être? Parce qu'on a du mal à sentir, on a des gens engagés comme vous, mais dans le reste de la population, que sont prêts concrètement à faire les gens? Quelle révolution individuelle sont-ils prêts à faire aujourd'hui? Et notamment en Lozère. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la rentrée prochaine, on teste avec vous, lycéens, puisque vous êtes aujourd'hui engagés, une solution peut-être moins confortable, peut-être elles et lui ne seront plus là, mais peut-être dans la salle, il y en a qui ont l'air un petit peu plus jeunes. Ce qu'on peut vous proposer, par contre, c'est d'être territoire d'expérimentation en Lozère de l'usage d'un transport scolaire un peu différent qui utiliserait à la fois le transport routier et le transport train. Parce que ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, pour le confort des familles et des élèves, on double les circuits train et circuits bus. C'est-à-dire, le long des voies ferrées, vous avez aujourd'hui des bus scolaires qui passent. Ben moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que la Lozère soit l'année prochaine le territoire qui va tester le transport scolaire, train plus bus. Voilà, comme ça, vous pourrez participer activement à cette révolution individuelle. Sophie, ça veut dire oui. Oui. Et ça veut dire non. J'ai compris. Bon, alors, d'abord, je voulais vous présenter mes excuses. Donc, pour le retard, j'étais sur une autre réunion, j'ai pas pu partir comme je voulais. Je voulais simplement aussi saluer votre initiative. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter et vous avez expliqué les raisons de votre engagement. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes. Voilà, en tout cas, ça correspond à ce qu'on souhaite faire avec notre politique jeunesse et d'avoir des jeunes éclairés et qui puissent avoir aussi un esprit critique. Donc, je voulais le dire au préalable. Alors, sur cette question plus particulièrement, j'ai entendu ce que vous disiez à mon collègue Laurencio. D'abord, il faut que vous sachiez, et c'est pas pour bouter en touche que je dis ça, mais c'est qu'on a tous des compétences et qu'on ne peut pas forcément agir dans tous les domaines aujourd'hui, notamment depuis la loi NOTRe. Et donc, par exemple, la question des transports aujourd'hui est transférée aux régions et n'est plus au département, et on pourrait prendre de nombreux exemples comme ça. Pour autant, ce que je voulais vous dire, c'était ce qu'on avait fait donc, avec les collègues du département. On a répondu 2 fois à un appel à projet territoire à énergie positive. Alors, il y avait beaucoup de choses. On y reviendra sûrement sur d'autres thématiques sur lesquelles vous allez échanger, mais pour répondre précisément à votre question, c'est à travers cet appel à projet qu'on a pu construire des aires de covoiturage
Donc, en soutenant aussi une association qui s'appelle Voisine et qui travaille donc, sur le covoiturage avec un outil qui permet, alors on va dire que c'est le Blablacar local, hein, pour faire ça. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on n'était pas forcément toujours le département pilote, il y avait aussi d'autres structures comme le SDE qui, à travers cet appel à projet, a pu déployer les bornes de recharge électrique pour les voitures sur le département. Donc ça, ce sont deux réseaux qui sont mis en place. Je pense que ce qu'on peut aussi viser, parce qu'on parle toujours de déplacement, mais il faut aussi regarder les déplacements que l'on peut éviter. Et je pense qu'il y a aussi des métiers aujourd'hui, et notamment grâce au déploiement de la fibre, aux espaces de coworking, au télétravail, il y a des choses qui peuvent se développer. Et puis, nous concrètement, que ce soit le département ou à travers la SEM départementale, vous savez qu'on a une usine à Arcelor en fait, qui produit des bobines pour les voitures électriques et qui a des projets de développement et très concrètement des collectivités comme la nôtre et peut-être que la région viendra aussi sur ce type de projet en accompagnement, c'est de leur permettre de les aider sur la partie immobilier d'entreprise. Voilà, il peut y avoir ce type d'action qui est peut-être porté par nos collectivités. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a des demandes très précises sur ce département. Et dernier point, on a lancé une opération qu'on appelle le studio Lozère Nouvelle Vie. Vous savez qu'on a un enjeu sur ce département pour garder notre population et en accueillir de nouvelles. Et cette année, une des 3 thématiques, c'est l'hydrogène. Et l'idée, c'est de réfléchir à de nouvelles filières, en tout cas qui pourraient être développées sur de nouveaux métiers sur le département. Et là, on travaille avec une entreprise qui, pour le moment, doit rester, je ne veux pas forcément qu'on le dise, mais dans le domaine de l'économie circulaire, on pourrait utiliser les déchets, en fait, pour produire une partie de cet hydrogène et donc créer aussi une nouvelle filière et d'utiliser cette énergie-là. Merci. Je vais passer le micro à Amélie qui va vous parler de l'alimentation. Du coup, moi, je vais vous parler de l'alimentation et plus précisément surtout l'alimentation au niveau des scolaires, enfin des restaurants scolaires. Donc, on sait que l'alimentation est un enjeu écologique primordial et qu'il est urgent de faire attention à ce que nous mettons dans nos assiettes. D'après une étude de Greenpeace, entre 2 et 6 fois trop de protéines sont servies dans les écoles primaires par rapport aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. De plus, une alimentation trop riche en graisses et en protéines animales est à éviter selon l'OMS. Et contrairement à l'opinion commune, un repas équilibré ne comprend pas obligatoirement des protéines animales. Donc on a plusieurs propositions et objectifs à vous soumettre. Tout d'abord, pour respecter la barre des 1,5 degrés préconisée par le rapport du GIEC, il faudrait que le taux de reconversion de parcelles agricoles en agriculture biologique soit multiplié par 5 en 10 ans. En Lozère, d'après la Chambre d'agriculture, 45% des projets d'installation sont orientés vers l'agriculture biologique. Donc c'est un très bon chiffre, mais malheureusement, si l'on veut respecter les mesures du GIEC, ce chiffre doit tendre vers les 100% extrêmement rapidement, à l'horizon 2025. Donc pour cela, il faut promouvoir les reconversions en agriculture biologique, notamment en augmentant les subventions pour l'agriculture biologique. De plus, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture proviennent à 60% de l'alimentation carnée, donc c'est-à-dire les viandes et les produits laitiers. Et du coup, si on veut respecter la barre des 1,5 degrés, la consommation de viande et de produits laitiers doit diminuer de 10% par an à partir de 2020 pour atteindre 25 kg par personne et par an en 2030, contre 90 kg aujourd'hui. Donc ceci passe par l'éducation. Des crèches jusqu'au lycée, la restauration scolaire doit changer ses habitudes, la qualité remplaçant la quantité. Donc, par exemple, la région Occitanie a mis en place le pacte pour une alimentation durable. Donc, on trouve que c'est une super initiative, mais malheureusement, on regrette le manque d'actions concrètes et rapides. Ensuite, les circuits courts doivent absolument être privilégiés. Un périmètre d'approvisionnement de maximum 100 km doit être respecté pour se fournir en bio et en local. De plus, les cantines scolaires doivent arrêter totalement d'utiliser des produits transformés. Cela permettrait de diminuer les coûts, le nombre de déchets, d'emballage, d'énergie. Et en plus, ça permettrait d'éviter d'utiliser des produits qui ne sont absolument pas intéressants au niveau nutritionnel.
Enfin, l'approvisionnement doit être beaucoup plus transparent. La création des menus pourrait se faire de manière beaucoup plus collective, en impliquant notamment les élèves et les parents. Sachant que d'après un sondage réalisé par Greenpeace, 79% des parents sont pour des repas locaux et bio. Ce qui n'augmenterait pas le prix des repas. Donc pour mettre ça en place concrètement, on pense qu'un calendrier pourrait être mis en place, par exemple en fixant une date pour un quota de produits bio, par exemple 50% de produits bio d'ici 1 an, en commençant en ciblant des produits comme les fruits, les légumes ou le pain, en mettant en place des repas végétariens, par exemple au moins 2 par semaine, si on veut respecter les recommandations du rapport du GIEC. 80% des aliments devraient provenir de Lozère ou d'Occitanie. Et enfin, très peu d'aliments transformés devraient être utilisés, ce qui permettrait de maîtriser les coûts. Du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces mesures et comment comptez-vous vous y prendre pour les mettre en place? Et je vous rappelle qu'on a très peu de temps, donc désolée de vous presser. Moi, je vais commencer par vous donner, en tant que, pour avoir été producteur de bio, de poissons, je vais vous donner mon sentiment sur le bio. Je pense que ça fait bien longtemps que les industriels s'étant emparés du sujet, que le bio, en fait, a été en grande partie dévoyé de ses objectifs d'origine et que les productions ne sont pas forcément toujours en adéquation avec l'étiquette bio. J'ai été producteur. Je sais un peu de quoi je parle. Ensuite, pour vous dire que pour ce qui me concerne, moi sur la ville de Mende, donc sur les cantines qu'on gère, bien entendu, ça fait déjà bien longtemps qu'on a introduit le bio dans les repas scolaires et qu'on travaille à des chartes sur effectivement le consommé local. Et donc le dernier marché qu'on a passé en 2015 et le nouveau qu'on repasse cette année pour les cantines scolaires tient compte bien évidemment de tous ces éléments-là. Et nous, on a systématiquement le pain bio depuis 10 ans, 12 ans, 2008, 9, donc 10 ans. Et puis après, petit à petit, on a introduit dans les menus au moins un plat. Et donc aujourd'hui, on est à un plat bio dans tous les repas servis aux enfants. Après, sur le fait de ce que vous disiez au départ, qu'il y a trop de graisse, qu'il y a trop de... Moi, c'est pas moi, je n'ai pas la compétence pour aller faire au quotidien les repas des gamins qui mangent dans les écoles. Et donc, on est obligé de faire confiance aux personnes qui ont des compétences dans ce domaine-là, c'est-à-dire des diététiciens qui travaillent avec les services de la commune et les services de l'hôpital, puisque nous, on a un partenariat avec l'hôpital, sur la définition et les programmes de menus dans le cadre d'une commission menu. Mais effectivement, on a bien dans nos cahiers des charges déjà le fait qu'on essaye de consommer au maximum local, quand on trouve, parce que c'est pas forcément facile ici à Lozère de trouver toujours des produits, notamment sur les fruits, il faut bien qu'on aille les chercher, et on a des périmètres, mais on s'aperçoit que malgré toute l'attention qu'on peut porter dans ces cahiers des charges, je vais prendre qu'un exemple, mais on est parfois confronté aux industriels qui eux-mêmes ont leur propre logique. Je prends un exemple. Dans notre cahier des charges, on avait demandé à ce puisqu'on a des producteurs de yaourts locaux, à ce que les yaourts soient achetés localement. Ok ? Simple. En fait, les yaourts, c'est bien les yaourts de Duo Lozère qui sont sur le Chastel, mais ils ne descendent pas du Chastel à Mende, il y a 3 km. Ils vont du Chastel à une centrale d'achat qui est située, je ne sais pas où, sous Paris, pour revenir à Mende. Voilà ce à quoi on est confronté, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu en 2015, qu'on va regarder cette année pour effectivement éviter aussi des kilomètres de transport pour rien. Avis local. Avis local, la transition est faite. Moi, première réaction, j'ai eu la même que Laurent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est bio, et suivant de quel pays ça vient, vous pouvez regarder après de près, on n'a pas forcément la même qualité de produit.
Et parfois, je pense qu'il faut parfois mieux un produit local, de proximité, que peut-être un produit bio qui vient du bout du monde et qui a beaucoup voyagé et qui n'a pas eu le même traitement et les mêmes contraintes que les nôtres, par exemple, en France. Alors, nous, au niveau du département, on a d'abord fait le choix de garder toutes nos cuisines dans les collèges. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une cuisine centrale ou passer par des prestataires, etc. On a fait le choix de garder des cuisiniers. Pour autant, c'est pas parce qu'on a des cuisiniers qu'on a forcément des produits locaux et qu'on a forcément une cuisine cuisinée. Je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas un peu mijotée. Il faut de la formation et il faut accompagner en fait ces évolutions. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire en interne. Et on a bien vu, on avait mis, on donnait une dotation supplémentaire aux établissements en fait qui servaient des produits, des repas locaux. Et on a bien vu que malgré cette aide, en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc ça veut dire qu'il y a ce travail à faire sur le changement des mentalités et sur aussi peut-être une manière de travailler qui est un peu différente et qui est peut-être un peu moins facile. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre toujours du même appel à projet territoire à énergie positive, on a travaillé sur la question des déchets dans les établissements. Donc, on a des établissements on en fait 3 par an, qui sont labellisés éco-collège. Et dans le cadre de cette labellisation, il y a ce travail sur les déchets. Et du coup, ce qui a pu être gagné sur les déchets a pu être réinvesti dans le coût d'achat de produits locaux, bio, terroirs, peu importe comment on les appelle. Donc ça a permis de répondre à cette problématique de prix. Et puis on a adhéré à ce qu'on appelle AgriLocal. AgriLocal, c'est une plateforme en fait, de mise en relation entre des producteurs et la restauration collective. Ça a l'avantage pour la restauration collective de se dispenser en fait c'est pas qu'on s'en dispense, c'est que c'est comme si on passait un marché, voilà, tout en étant très simple, en ayant simplement une consultation sur cet outil. Et donc ça simplifie les démarches administratives pour la restauration collective. Et c'est quelque chose, donc il y a une personne qui est dédiée au département sur l'animation. Et on a de plus en plus de transactions. Et le lycée Chaptal est assez exemplaire, puisque les élèves de Bourillon viennent aussi manger et participent, ils commandent très souvent sur AgriLocal. Après, l'avantage d'AgriLocal, c'est qu'on peut l'ouvrir au département voisin sur certaines catégories d'aliments, par exemple les fruits, les légumes, voilà, sur lesquels on a moins d'offres locales. Et puis quand même un mot, tant pis si je vous choque là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment que vous ayez une autre réflexion. Quand quelque part vous nous dites qu'il faut manger moins de viande, j'entends l'élevage et les vaches sont polluantes. Enfin bon, peut-être que je vais trop loin et que ce n'était pas tout à fait ce que vous vouliez dire, mais c'est ce que j'ai entendu dans votre discours. Et je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On a de la viande de qualité sur nos territoires, on a des taux de chargement qui sont très bas. Donc il ne faut pas penser que c'est forcément de la pollution. Enfin, on pourrait avoir un débat plus poussé, mais je pense que ça mériterait d'être creusé et je pense qu'on ne peut pas le simplifier et le ramener à il faut manger moins de viande, moins de vaches pour moins de pollution. Voilà. Enfin, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Du coup, il faut manger moins de viande mais de meilleure qualité. Oui, c'est pour ça que ma demande n'était pas forcément moins de viande, mais surtout plus de. Enfin, si, ma demande est moins de viande, mais plus de qualité. Et du coup, alors là, on est d'accord. Et du coup, est-ce que M. Suot, Mme Fontaine, vous pourriez peut-être fixer un objectif de produits locaux et bio, un pourcentage dans vos collèges? Nous, on est à la moitié. Et vous pouvez fixer l'objectif de 100% pour... Parce qu'on sait que pour respecter les accords, les préconisations du GIEC, il faudrait attendre à 100%. Concrètement... Je peux peut-être répondre, puisque nous, on a mené, vous le savez, dans le cadre du pacte alimentation de la région, donc c'est la région qui est en charge des cantines scolaires des lycées. Et nous, on a lancé, comme tu l'as dit, cette année, un pacte alimentation dans lequel il y a un engagement de 50% de produits bio locaux dans les cantines. Ce qu'on a constaté, c'est, je suis désolée de te décevoir, mais en tout cas en 2019, manger bio et local, si, ça coûte plus cher. Parce que vous ne l'avez pas vu sur la facture reçue par vos parents en fin de trimestre, puisque c'est la région qui a pris en charge le surcoût, mais ça fait un surcoût de 16 centimes par repas à peu près qui est supporté par la région dans le cadre du pacte alimentation, preuve qu'il est bien concret notre pacte. Donc ça a un surcoût.
Donc si on veut aller vers 100% d'alimentation bio et locale, ça veut dire deux choses. Ça veut dire aujourd'hui en 2019, il faudra quelque part que la société, la collectivité finance cette consommation de repas bio et local. Mais il faut aussi, parce que est-ce qu'on est capable aujourd'hui en Lozère de fournir tous les aliments que vous consommez au quotidien, surtout pour ceux qui ne mangent que végétarien, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de vous fournir tous les aliments dont vous avez besoin pour une alimentation saine en Lozère, bio, localement? Je suis loin d'en être sûre. Vous regarderez, mais à mon avis, c'est impossible. Donc voilà, l'engagement, on peut le prendre, mais ça ne dépend pas que du maire de Mende ou de la présidente du département. Ça dépend aussi de la capacité de la société, c'est-à-dire des élèves, des parents et de l'État au sens nation que nous formons ensemble, d'investir dans à la fois la production bio et locale, parce que quand on dit ça, nous, la région, on est le plus gros financeur de l'agriculture sur la région Occitanie. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de temps, l'État a supprimé son aide au maintien des agriculteurs bio. Bon, donc on vient en compensation, on l'a acté récemment. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être un qui s'enlève et l'autre qui vient à sa place. Il faut que ça soit un pacte national. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Laurencio, à Mende, pourra faire tous les efforts qu'il veut. Si demain il essaye d'acheter du soja bio en Lozère pour nourrir tous les enfants de Mende, je ne suis même pas sûre qu'il le puisse. Donc, il faut aussi, vous nous avez demandé d'être cash, il faut aussi que vous ayez ça en tête, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des modèles au niveau de nos collectivités territoriales, mais là, on est dans un modèle de révolution et de société. Et je rejoins tout à fait Sophie quand elle dit attention, il ne faut pas discriminer certains aliments. C'est pas l'agriculture locale lozérienne qui est en être profonde. Elle doit faire quelques modifications dans son modèle, mais profondément, c'est pas celle-là. C'est le modèle de société mondialisée qui fait qu'aujourd'hui, les vaches qui sont mangées par les Toulousains ou l'agneau qui est consommé par le Français, pour la vache, il vient d'Allemagne pour le Toulousain, et l'agneau français, il vient de Nouvelle-Zélande. C'est là le souci, c'est qu'on a un modèle tout à fait déséquilibré. Donc je pense que, voilà, deux choses quand même à avoir bien en tête, c'est que ça ne dépendra pas que des élus locaux, ça dépend d'un modèle complètement différent, et puis bon, comme vous êtes jeunes, mais pas tous, certains d'entre vous ont la capacité de voter, je rappelle juste votre attention sur le fait qu'il y a des élections européennes bientôt, et que c'est un des premiers signes qui va montrer le besoin de changement de société. Deuxième point, il va falloir financer. Donc vous n'avez toujours pas posé la question de la fiscalité écologique, mais je pense que c'est vraiment une question importante parce que ça va toucher l'environnement et ça va toucher aussi l'humain et les politiques sociales de demain. Juste pour vous répondre sur la prise de conscience, je pense que si on fait cette réunion aujourd'hui, c'est pour aussi vous montrer que de notre côté et du côté de la jeunesse et beaucoup d'adultes, la prise de conscience elle est déjà faite et que pour beaucoup d'entre nous, on attend une réponse de nos élus. Et pour vous répondre sur les prix du bio et du local, donc j'ai beaucoup d'exemples de cantines qui sont 100% bio et locales et qui, avec une bonne gestion, ont permis de réduire leurs coûts et de les maîtriser. Nous étions par exemple ce week-end dans Meurthe-et-Moselle et le département fournit des repas pour les collèges à 1 € par jour, enfin 1 € par repas pour les familles en situation les plus précaires. Et en fait, pour avoir un budget maîtrisé, c'est pour ça que réduire la part de viande nous semble une solution et favoriser les produits de saison et en changeant nos menus d'habitude et en cessant d'utiliser des produits transformés, on peut maîtriser les coûts. Bien. Vous parlez d'alimentation. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a eu une profonde révolution dans les habitudes. Comme Laurent l'a dit, on a aujourd'hui dans tout ce qui est public,
cantines, EHPAD, maisons de retraite, à la fois diététiciens et nutritionnistes. Aujourd'hui, dans tout ce qui est la sphère publique, je dirais, vous avez des spécialistes qui analysent l'équilibre des repas qui sont servis. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Première chose. Donc, repas beaucoup plus équilibrés dans le collectif. Deuxième chose, attention à l'agriculture biologique. On a voté beaucoup de lois, moi-même. L'État apporte beaucoup d'aides, mais je vous signale, quand vous regardez, vous lisez beaucoup le GIEC, mais lisez aussi les organismes de consommateurs. 60 millions de consommateurs, ou que choisir? Les scandales sur le bio. C'est pas parce que vous avez écrit AB dessus que c'est du produit bio. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a du trafic derrière ça. Et on explique qu'on fait du bio, là on n'en fait pas. Donc attention à cela, et le législateur est obligé d'intervenir, parce qu'il y a un petit malin qui trafique les cahiers des charges. L'alimentation carnée, évidemment, mais attention aussi là où vous vous situez. Nous, on est en Lozère. Alors, ça nous heurte un peu, comme vous disiez, moins de viande, moins de lait, plus équilibré avec des produits... voilà, ici, il y a de la charcuterie, la bonne viande. Le problème, c'est l'équilibre de tout ça. Ne pas trop manger, mais on est quand même des producteurs. Et nous, on fait des efforts. Vous savez, on dit qu'il faut faire du bio. Mais quel est l'agriculteur aujourd'hui en Isère qui ne fait pas du bio, réellement, avec tous les contrôles qui existent sur les exploitations? Circuit court, oui, c'est une évolution importante avec des labels. Mais dès qu'on fait ça, il faut faire attention aussi à ne pas heurter une profession, notamment les bouchers, qui peuvent trouver attentatoire à leur organisation que certains fassent du circuit court à leur détriment. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on fait quelque chose dans ce pays, il y a toujours le plus et le moins. Il y a toujours, on veut faire du bien, mais on peut aussi gêner certains. Concernant les produits transformés, voilà, la Lozère, elle est dans cette orientation-là. Le moins transformer les produits, le plus de produits directs, naturels, tout, hein, vous avez le miel, vous avez tout le produit laitier, la viande, ça c'est vraiment une vocation de la Lozère, et tous les élus que vous avez autour de la table aujourd'hui passent leur temps à trouver de l'argent, à trouver à valoriser tout ce qui peut être fabriqué naturellement, en direct sur la Lozère. Juste pour refaire un petit point, en fait, on ne vous demande pas de nous dire que oui, on sait qu'on est dans un état et que c'est pas en Lozère qu'on fera changer tout, mais en fait, vous êtes nos représentants et on vous demande vraiment à l'échelle locale de prendre des engagements et de décider des choses et de faire des choses à petite échelle. Voilà, on sait que s'il y a juste la Lozère qui fait ça, ok, ça n'aura peut-être pas un gros impact, mais nous, on est là pour vous demander de prendre des choses à l'échelle locale et pas de nous dire qu'on ne peut rien faire parce qu'on est qu'en Lozère et qu'on est tout seul et que si tout le monde ne le fait pas, ça ne servira à rien. Non, c'est parce que vous avez dit, mais juste enfin voilà, on vous demande de prendre des décisions à l'échelle locale. Je pense... On est là pour promouvoir. Je pense qu'aucun des 4 élus que vous avez devant vous disent qu'on ne peut pas faire. Je pense que vous avez demandé finalement un échange de vérité. C'est pour ça qu'au départ, je disais qu'en plus, chacun dans nos collectivités, on n'a pas le droit d'intervenir dans tous les domaines. Donc ça, il faut que vous l'entendiez aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir sur tout, même si on en avait la volonté. Donc, bon, voilà. Après, et puis parfois... je prends l'exemple, par exemple, vous nous dites qu'il faut X pourcentage dans les cantines. Vous prenez les collèges. Qui gère les cantines? Ce sont les gestionnaires. Les gestionnaires, ils dépendent de l'État, de l'Éducation nationale. Et les cuisiniers et les personnes qui travaillent dans la cuisine dépendent des collèges. Donc à un moment donné, comme le disait Aurélie, si tout le monde ne tire pas dans le même sens et si on n'a pas les mêmes orientations à tous les niveaux, nous, on a beau décréter autour de l'Assemblée départementale qu'il va falloir 100%, si le gestionnaire du collège ne veut pas se saisir des dispositifs d'aide financiers qu'on va apporter, etc., pour utiliser ces produits locaux, les enfants n'auront pas les produits locaux dans l'assiette. Voilà. Mais on vous demande vraiment dans votre cadre de parole, dans votre champ d'action, de faire des choses. Voilà, on sait que vous n'êtes pas... vous savez pas tout faire, vous pouvez pas tout faire, mais on vous demande... Et parfois,
On se rend compte, vous savez, pour mener des projets, il faut parfois du temps. Par exemple, on a adhéré à AgriLocal, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Aujourd'hui, on se heurte à un problème de logistique sur AgriLocal. C'est-à-dire que quand j'ai le collège de Beaufort qui va commander 10 kg de carottes, vous imaginez bien qu'un transporteur pour aller amener 10 kg de carottes, je veux dire, le kilo de carottes, vous le payez à un prix pas possible. Par contre, si à côté on a l'EHPAD, on a d'autres structures qui commandent aussi sur AgriLocal, ça fera baisser les coûts de transport. Et là, on est en train d'expérimenter avec la Poste en fait une nouvelle manière d'avoir des caisses réfrigérées, etc. Donc on essaye d'imaginer des choses, mais on se heurte sans cesse à des difficultés dès qu'on veut faire quelque chose. Voilà. Par rapport au fait que nous, on vous demande des petites actions localement, en fait, nous, on vous demande ça. Donc la Lozère, si vous l'acceptez, ira, et la région et Mende dans ce sens. Mais on n'est pas les seuls à faire ça en France. Et Youth for Climate, c'est un mouvement international. Et si tout le monde va dans ce sens, voilà. Donc vous pouvez agir à votre échelle. Et nous, on peut vous demander d'agir. Et on peut agir aussi à notre échelle. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ça. On a bien compris. Et il faut qu'on enchaîne, je crois. Et juste pour rajouter un mot à ce que disait Sophie, c'est que Sophie disait chacun dans notre collectivité, nous avons des compétences, mais pour autant, nous faisons des efforts aussi considérables pour trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire que la région peut utiliser le dispositif AgriLocal. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec le maire de Mende qui a des problèmes de yaourt, parce qu'il a marché avec une société nationale en fait pour ses cantines. Donc c'est ce qui explique que les yaourts du Chastel, ils passent par Paris pour revenir. Ben, on est en train de réfléchir, la région et la mairie de Mende, à construire une cantine locale, on va dire, qui pourrait desservir les écoles de la mairie de Mende, plus le lycée Peytavin, dans le lycée Peytavin. Ça demande quand même des investissements. Ça demande de la mise en place de personnel, ça demande beaucoup de réunions de travail pour savoir comment on coordonne nos compétences. Mais quand on vous dit on a chacun des compétences, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas dépasser ça. En Lozère, on le fait et c'est comme ça qu'on arrive à faire 50% de produits bio, local, et on le fait aussi à les agriculteurs dans nos cantines. Je vous remercie, mais je suis désolé, on va pas avoir... Alors peut-être en Lozère, même d'ailleurs, on arrive à le faire plus qu'ailleurs. Parce qu'ici, étant un petit département, on arrive facilement à se réunir et à trouver les décideurs et à mettre les décideurs autour de la table. Cet après-midi, si on est tous les quatre, si cet après-midi on est tous les quatre là autour de la table, je ne suis pas certain que dans le département du Rhône ou à Paris ou à Toulouse ou je ne sais pas où, vous ayez eu les... Et on est très content de ça, on vous remercie vraiment d'être ici. Et en fait, on a eu surtout le sentiment que vous expliquez qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, alors que nous on a toujours qu'est-ce que vous pouvez faire. On est complètement d'accord avec vous, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Et juste, voilà, pour la dernière partie, on aimerait juste qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, est-ce que vous ne pouvez pas faire, effectivement, on en a plein. Mais je suis désolé, je vais devoir enchaîner du coup sur le secteur de l'énergie. Sur le secteur de l'énergie qui est quand même, je pense, assez primordial. Pour remettre un peu dans le contexte, il y a au niveau mondial, le secteur énergétique c'est 32,1 gigatonnes de gaz à effet de serre émis en un an sur les 41 gigatonnes totales, c'est-à-dire plus de 78% des émissions mondiales sont liées à l'énergie. Ensuite, en fait, il y a beaucoup d'objectifs qui ont été fixés, donc comme on a parlé tout à l'heure de la neutralité carbone de la France d'ici 2050, et aussi la région qui a affiché l'objectif de devenir la première région à énergie positive. Donc ça veut dire que 100% de nos consommations énergétiques soient des productions d'énergie non carbonée et locale. Donc ça implique aussi de réduire notre consommation et de travailler sur la sobriété énergétique. Donc pour ça, il y a beaucoup de solutions qui existent en fait. Donc on peut parler de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire au lieu de proposer un produit, on va proposer le service du produit. Diminuer la consommation des particuliers aussi, c'est qui est très important. Donc ça va passer peut-être par des aides financières ou par de la sensibilisation aussi, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe réellement. Là, je me tourne vers vous, Madame Pantel, de l'isolation aussi des bâtiments publics pour utiliser moins d'énergie ou aussi, là je vais tourner vers vous,
M. Suot, il y a des lois qui existent aussi et peut-être pouvoir les faire respecter, c'est-à-dire par exemple à Mende, à le Super U, il y a des lumières qui sont allumées la nuit alors que c'est totalement illégal et peut-être essayer de faire respecter ces lois-là. Et aussi au niveau bien sûr des énergies renouvelables qui est un point clé. Par exemple, le coût d'un kilowattheure éolien a été divisé par 2 en 10 ans et le solaire par 10 en 10 ans. En plus, on est de plus en plus capable de stocker cette énergie, notamment en créant de l'hydrogène quand les conditions sont favorables, qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup d'ensoleillement, on est capable de stocker cette énergie pour pouvoir la réutiliser quand il y aura moins de vent ou moins d'ensoleillement. Et savoir aussi qu'il n'existe pas que l'éolien et le solaire en énergie renouvelable, mais aussi le thermique, l'hydraulique, les biocarburants, etc. Et enfin, la dernière chose que je peux vous proposer, c'est aussi d'investir, comme vous disiez tout à l'heure, dans la recherche. Parce que c'est vrai que la recherche est aussi un point très important et peut nous mener à trouver des énergies moins coûteuses, moins coûteuses économiquement parlant, moins coûteuses en CO2 et plus productives. Donc, et socialement aussi, il y a plein d'avancées qui sont à faire. Et c'est pour ça que je vous demande en fait comment vous comptez contribuer à votre échelle du coup à atteindre cet objectif de l'Occitanie qui est d'être la première région à énergie positive. Bon, alors je vais commencer pour le département. Alors, tout à l'heure, peut-être je ne l'ai pas dit assez clairement, mais on a été reconnu 2 fois territoire à énergie positive, l'ensemble du département. Donc on a en gros une quinzaine d'actions que l'on déploie au quotidien. Donc là, on fait, je ne suis pas en train de vous dire on ne fait pas, justement, on est en train de faire. Donc alors, concrètement, par rapport à l'énergie, quelques actions par rapport à TEPOS, à territoire à énergie positive. Donc on a lancé un plan de rénovation de tous nos collèges publics. Donc là, on a une partie isolation thermique. Donc voilà, ça se traduit par l'isolation extérieure, changement des huisseries, du chauffage différent, etc. Ensuite, on a créé ce qu'on appelle une plateforme de rénovation énergétique et ce qu'on appelle le Conseil en économie partagée. Donc c'est Lozère Énergie, qui est une structure associative satellite du département. Donc la plateforme de rénovation énergétique, elle est destinée au grand public. Donc c'est justement toute cette partie de sensibilisation, d'éducation sur les énergies renouvelables, sur la manière d'isoler ces bâtiments, etc. On fait d'ailleurs des balades thermiques, tout ça vous avez peut-être déjà dû le voir dans la presse. Le conseil en économie partagée, c'est la même chose, c'est de l'ingénierie sur l'énergie, mais pour les communes. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des choses concrètes. On a lancé ce qu'on appelle un programme d'intérêt général, un PIG, qu'on appelle Habiter mieux, qui vise là aussi à accompagner des propriétaires sur leur logement pour notamment l'énergie, mais pas que, puisqu'on a aussi un volet sur le handicap. Voilà. Mais ça en fait partie. Donc on accompagne financièrement, il y a l'État, les communautés de communes qui y participent. Il y a vraiment une mobilisation des collectivités. Qu'est-ce que j'oublie encore, Laurent, sur cet appel à projet sur les énergies renouvelables, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en Lozère, rien qu'avec l'hydraulique, on produit 2 fois notre consommation. Donc en fait, quand on prend le SRCE de la région, le schéma régional de cohérence écologique, en fait, nous, sans éoliennes, sans tout le reste, on produit 2 fois ce qu'on consomme. Donc on participe déjà à réduire, finalement, à participer à cette lutte. Et puis je pense que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, déjà. Voilà, c'est un peu comme les déchets. Hein. Oui, moi j'aurais pensé que vous m'applaudissiez tout à l'heure plutôt sur le fait que la ville de Mende a été la première préfecture de France à éteindre l'éclairage public. J'en suis parfaitement conscient aussi, et c'est très bien, mais le problème c'est que il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur l'éclairage public à la nuit avant, mais c'est des choses qui ont déjà été faites et c'est extrêmement bien, je suis d'accord, mais le but de la réunion aujourd'hui, c'est aussi aller plus loin. Je ne vous remets pas du tout en question personnellement, enfin, c'est pas une critique que je vous adresse, on est tous ensemble en fait sur cette, dans le même problème de l'urgence climatique et c'est vraiment porter nos actions futures. Quelles sont nos actions futures pour résoudre ce problème? Mais effectivement.
Oui, mais en fait, il faut être capable aussi de souligner les actions qui sont portées, parce que si chaque fois qu'on vous dit qu'on a fait quelque chose, non, si chaque fois qu'on vous dit qu'on a fait quelque chose, ça suffit pas, alors que d'autres territoires l'ont pas fait, et qui pourrait être très bien fait, éteindre l'éclairage public, ça peut se faire dans plein d'endroits en France. Quand le parc national des Cévennes le porte sur tout son territoire, je crois que ça peut être fait, ça peut être démultiplié bien ailleurs. Donc, on n'a pas nous le pouvoir de faire ça ailleurs. Parce que là, je vais vous parler du réseau de chaleur avec une production biomasse, une production locale. Je vais vous parler, moi, de ma vision à 15 ans de ce que devrait être l'énergie sur la ville de Mende. Alors, je partage tout à fait ce qu'a dit Sophie Bantel sur le fait que l'énergie la plus facile, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc, moi, je peux vous demander aussi de moins utiliser ces appareils-là. J'ai des gamins et je sais comment ils... Parce que ça, derrière, il y a des data centers qui sont des consommateurs fous d'énergie à l'échelle mondiale. Et donc, peut-être il faut être raisonnable de ce point de vue-là. Peut-être il faut être raisonnable pour consommer localement, acheter localement. Moi, j'engueule mes gamins toute la journée parce qu'ils auraient acheté sur Internet. Parce que le t-shirt qui est au magasin à Mende, c'est peut-être pas le truc où il y a marqué le bon message dessus et qui le... Je peux dire un truc, en fait on n'est pas tous parfaits, et nous non plus, et vous non plus. On sait que vous avez fait des choses bien, mais comme l'a souligné Sophie Bantel tout à l'heure, on n'a pas le temps, et le mot urgence climatique, il n'est pas là pour rien. Et donc c'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on a fait, et on n'a pas fait que des trucs bien, on n'a pas fait que des trucs mauvais, il faut faire plus, et si on est là c'est pour avancer. Alors je pense que se féliciter sur les actions qu'on a fait en plus d'autres pays, en plus d'autres départements, c'est bien, mais ça ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on est là et on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc on sait ce que vous avez fait, on sait que vous avez fait plein de choses et on vous en remercie vraiment. Et si on est là, c'est pour avancer. Alors, je vais vous dire moi ma vision sur les énergies à 15 ans, localement, puisque là, encore une fois, je vais parler pour le cœur de la Lozère. Donc pour moi, il faut qu'on soit... on est déjà indépendant énergétiquement, mais on doit peut-être aller plus loin en termes de production. La difficulté, c'est qu'on se heurte dès qu'on veut faire du développement du développement d'énergie renouvelable. Si on veut mettre des éoliennes, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Quand on veut mettre des panneaux photovoltaïques, il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Alors je vais prendre juste un exemple qui est celui que je lance ce mois-ci, donc avec Lozère Énergie, sur l'idée... que souvent on a des particuliers qui sont sollicités par des sociétés qui viennent on ne sait pas où pour installer des panneaux solaires sur leur toit. Panneaux qui sont... la facture est payée, mais les panneaux sont installés, raccordés, c'est pas tout le temps le cas, il y a des fuites, enfin c'est pas très serein comme dispositif, donc moi je propose un dispositif local. Donc on va faire un cadastre solaire, et on va dire à tous les Mandois, venez en réunion publique, comme cet après-midi, là, venez, et on va vous présenter tout ce qu'il y a comme potentiel sur vos toitures, et puis acheter en groupement de commandes des panneaux qui seront posés par des artisans locaux. Ça, c'est une première démarche. Mais je pense qu'on doit aller encore plus loin, on doit aller aussi sur, peut-être, prendre quelques hectares de terrain. Alors je sais que ça ne plaît pas aux agriculteurs, il ne faut pas prendre les meilleures terres, mais pour installer peut-être un champ de photovoltaïque pour avoir cette vraie indépendance, c'est-à-dire qu'on ne l'aura jamais puisqu'on sera toujours raccordé au réseau national, mais virtuellement, dans 10 ans, moi j'aimerais qu'on puisse couper les câbles et que Mende et le cœur de la Lozère soit indépendant. Voilà, c'est ça la réalité. Juste un instant, ce projet, il est super, mais est-ce que vous avez des dates déjà de quand est-ce que ça se fera, cette réunion publique, etc. Déjà pour informer les gens. Dans le printemps, là. Donc ça commence maintenant. Très bientôt, voilà, c'est bien. Et après, je voulais vous dire aussi qu'en termes de déchets, le territoire, en fait, ça c'est les lois aussi qui nous contraignent. La loi elle va faire augmenter la TGAP, qu'on appelle, c'est la taxe sur les activités polluantes, et donc elle va augmenter exponentiellement dans les prochaines années. Donc elle nous contraint à faire des efforts sur notre territoire pour essayer d'envoyer le moins possible de déchets. Ici en Lozère, c'est de l'enfouissement, dans d'autres endroits, c'est pour des centrales d'incinération, qui d'ailleurs produisent de l'électricité aussi. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et donc moi, je travaille sur Cœur de Lozère, avec d'autres territoires d'ailleurs, sur l'idée de mettre en œuvre la taxe incitative.
Et la taxe incitative, elle a pour objectif de dire aux usagers, si vous jetez moins aux ordures ménagères, donc si vous avez un comportement en amont de consommateur responsable, c'est-à-dire que si vous n'achetez pas des produits où il y a des suremballages, ou si vous n'achetez pas de produits plus qu'il ne vous en faut, parce que c'est souvent ce qui arrive aussi, donc on met finalement après aux ordures ménagères, donc vous jetterez moins, et donc vous payerez moins de taxes d'ordures ménagères. Voilà, ça c'est à l'échelle du 1er janvier 2021. J'ai d'autres actions, mais comme le temps est compté... Alors je vais être très rapide, puisque tout ce que tu as dit, en fait, c'est dans la stratégie de la région Occitanie, première région énergie positive. Et tout ça est financé, que ce soit au titre de la recherche pour développer effectivement les techniques manquantes aujourd'hui, à la fois sur l'éolien flottant, sur les photovoltaïques, sur l'hydrogène. Une mobilisation aussi de fonds de la région sur l'hydraulique, parce que c'est pas parce qu'on a aujourd'hui de l'hydraulique qui est aujourd'hui gérée par EDF, qui est une entreprise certes privée, mais qui est issue de la volonté publique et qui est une entreprise territoriale. Donc aujourd'hui, on investit aussi pour que dans le cadre des renouvellements des futurs marchés sur l'hydraulique, on ne se retrouve pas avec des Chinois qui gèrent non pas un aéroport, mais des centrales hydrauliques sur le territoire de l'Aubrac. Également, un investissement conséquent de la région depuis 2 ans dans la mise en place de l'éco-chèque, qui est destiné à l'ensemble des familles de la région, quand ils ont des travaux de rénovation destinés à réduire leur facture de consommation d'énergie. Une aide également à l'isolation des bâtiments publics. Un fort investissement de la région, ne serait-ce que de ce matin, on a financé 2 millions d'euros d'investissement sur l'économie circulaire. Donc c'est un exemple tout bête, mais le tanin, ce qu'on n'utilise pas dans le châtaignier, comment on s'en sert pour aujourd'hui produire de l'énergie localement et donc des emplois, parce que toutes ces politiques environnementales, que ce soit les politiques pour les déchets ou les politiques de consommation d'énergie ou de production d'énergie nouvelle, il ne faut pas oublier qu'elles doivent avoir un pendant social et que ça doit permettre de créer des emplois aussi localement et non pas dans des pays étrangers où la plupart des personnes employées le sont dans des conditions regrettables. Et puis une dernière action qu'on finance, et notamment dans les lycées, c'est tout ce qui est éducation à l'environnement. Parce que tu disais tout à l'heure que vous aviez pris conscience d'une urgence, vous en avez pris aussi conscience parce que tous ensemble, on mène des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes pour que justement, ils aient à la fois la capacité à raisonner, mais aussi les bons exemples et les exemples qui montrent que c'est possible d'avoir des actions localement. Moi, je vote des lois. Donc il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est interdiction. Deuxième aspect, c'est soutien. Interdiction, je suis le député qui a pris l'initiative, avec Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, d'interdire l'exploration du gaz de schiste dans notre pays. Première loi, qui a été ensuite complétée par une deuxième. Important, c'était un sujet excessivement difficile, on y est arrivé, j'espère que ça tiendra. Ensuite, on a dans le cadre du budget de la nation, tout le panel des incitations, crédit d'impôt, isolation, logement, changement de chaudière, etc. Et puis, de l'argent pour permettre à des industriels d'évoluer, et à travers ça, des campagnes nationales qui sont payées par l'État pour dire à un certain nombre de personnes, des citoyens, faites ce choix-là plutôt qu'un autre. Je prends par exemple sur le changement des ampoules, on a changé totalement toutes les ampoules il y a quelques années, et ça a été une grande campagne nationale. Voilà. Donc le rôle d'un parlementaire, c'est soit interdire des techniques d'exploration, soit voter dans le budget de la nation des aides financières, c'est-à-dire. Donc justement, pour conclure un peu tout ça, on voulait vous demander si vous seriez prêt à mener une vraie campagne de sensibilisation réellement, parce que les gens ne savent peut-être pas tout ça, en fait, tout ce qui risque, tout ce qui va peut-être se passer si on ne fait rien, toutes les solutions qui peuvent être trouvées, tout ce que vous mettez en place, parce que là vous dites beaucoup de choses et les gens ne sont pas forcément au courant de tout. Est-ce que vous seriez prêt à mettre en place, parce qu'en l'absence de campagne de sensibilisation, on peut se demander si vous avez vraiment envie que
les gens soient informés. Et si vous êtes vraiment sincère, du coup, est-ce que vous seriez prêt à mettre en place une campagne conséquente pour informer les gens? En fait, c'est vraiment au même titre qu'on informe les gens sur les dangers du tabac. C'est-à-dire qu'on dit que le tabac c'est nocif et que ça a tel risque. Et bien là, en fait, c'est faire un peu la même chose sur la pollution et sur l'environnement et dire en fait, quand vous, soit sur les produits, soit sur des campagnes publicitaires un peu, mais voilà, qui informent en fait des risques. Et voilà, du coup, c'est pour prendre un engagement comme ça direct qui est, on pense, facile à mettre en place. Bien évidemment. Mais je pense qu'on enfin, sur un certain nombre de points, on le fait déjà depuis longtemps. Vous avez dû passer par les classes de seconde ici dans ce lycée et vous avez fait la fête de l'eau. La fête. Alors, parce que tu n'es pas passé par la seconde d'ici. Hein. Bon, ben alors tu n'as pas. La journée de l'eau, on s'en souvient, mais si vous faisiez de réelles campagnes, les gens seraient vraiment informés. On est informés, mais très. Ça fait partie, effectivement, de la sensibilisation qu'on fait sur l'eau depuis les classes primaires, le collège, le lycée. Dans l'idée, moi, mon idée, c'était de faire comme ce qui se passe pour la prévention routière. C'est-à-dire qu'à chaque niveau scolaire, on a une journée ou une demi-journée de formation au risque d'accident, etc. Pour l'eau, c'est exactement pareil. Et donc, c'est un vrai sujet. Je pense que vous devriez d'ailleurs refaire notre débat, parce que le sujet numéro 1 qu'il va y avoir dans quelques années, et particulièrement ici sur le département de la Lozère, c'est celui de l'eau. Oui, vous faites beaucoup de sensibilisation au niveau des écoles, mais je pense que les adultes aussi ont besoin d'être sensibilisés. Et donc c'est aussi à ce niveau-là, est-ce que vous seriez prêt de lancer une campagne peut-être même de publicité pour mettre les gens, pour alarmer les gens en fait? Enfin, moi je réponds de manière positive, même si je pense que c'est pas la solution. De la communication à chaque fois qu'il y a une politique publique dans un des domaines que vous avez énoncé, il y a une action de communication derrière. Aujourd'hui, il y a tellement de communication sur tout qu'en fait ça devient illisible. Voilà. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix, Aurélie parlait de l'éducation à l'environnement, on est en train de créer un centre permanent d'initiative à l'environnement, etc. On a fait le choix d'aller sur des actions au fond. Parce que faire de la com, c'est facile. Hein. Franchement, c'est facile ce que vous nous demandez. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. Mais après, si c'est vraiment votre demande, voilà. Mais après, je pense que l'urgence sur le climat et tout ce que vous avez pu en fait, nous dire, en fait, ces thématiques-là, elles doivent être intégrées dans chacune de nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'environnement pour faire de l'environnement, on ne fait pas de la lutte contre le réchauffement climatique pour ça. C'est à chaque fois qu'on travaille, par exemple, sur les routes. Nous, on a diminué la consommation de sel sur les routes pour mettre plus de pouzzolane. Alors, on se fait engueuler, hein, pour vous dire, en bonne et due forme, à chaque hiver. Mais bon, voilà, c'est à travers ces politiques-là, en fait, qu'il faut réintégrer les enjeux et tout ce qu'on partage. Voilà. Après, faire une campagne de com, on nous reproche de trop communiquer. Voilà. Mais bon, je pense que ce n'est pas très efficace de lancer une grande campagne. Apparemment, vos campagnes de communication chez les jeunes, elles marchent bien, vu qu'on commence quand même à pas mal se mobiliser, même à l'échelle nationale. Et du coup, peut-être qu'il faudrait... Il faut changer les comportements en profondeur. C'est pas pour changer les comportements, pour changer les comportements, il faut que les gens sachent comment changer. Et pour savoir comment changer, eh bien, il faut qu'ils soient... Ça passe par les jeunes et par les enfants. Sur la notion de campagne, oui, évidemment. Vous mettez le doigt sur l'individualisme aussi. En fait, quand on vit tous les jours, à quelque part, est-ce qu'on a le bon réflexe environnemental? La réponse est non. Moi, si j'ai une idée à vous donner, à chaque fois que vous arrêtez à quelque part, en voiture ou ailleurs, et que vous trouvez quelque chose par terre qui n'est pas bien... Est-ce que vous le faites? Moi, je le fais. J'adore faire ça. Je m'arrête. Non, mais franchement, je fais beaucoup de kilomètres. Quand je vois 2-3 canettes, alors ça dépend ce que c'est, parce que des fois je ne peux pas le ramasser, mais si c'est des canettes, si c'est du plastique, ben je le fais. Et ça, il faudrait le faire partout. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais tous les vendredis, en fait, on fait des actions et on a fait une clean walk il y a 2 semaines. Et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si vous le savez aussi, et au niveau de la communication, il y a un gros problème. Des jeunes sèchent les cours tous les jours, et même ici, tous les vendredis, et même à Mantes.
Et on fait des choses tous les vendredis, on fait des débats et on s'organise. Et vraiment, on est motivé. C'est aussi pour ça qu'on a organisé cette réunion, pour vous faire savoir qu'on est motivé, qu'on est prêt aussi à vous aider si vous avez besoin de notre aide. Et nous, on a besoin de votre aide en tout cas. Donc, nous, on est preneurs de propositions. Hein. Alors, il faut nous les donner. Oui, justement, au niveau de la sensibilisation, on a des propositions aussi. C'est pour ça que nous Comment ? Non, mais pas forcément, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes collègues. Je pense que c'est à la fois des campagnes de communication, il y en a. Si je vous donnais les budgets communication de la région, vous seriez étonnés. Donc c'est que peut-être ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. C'est une question aussi de prise de conscience et d'individualisme. Et déjà, ce que vous pourriez peut-être faire, c'est à chaque fois qu'on parle de la stratégie REPOS, donc de la stratégie de la région à énergie positive, que ce soit en Lozère ou ailleurs, ne serait-ce que repartager les communications sur le fait qu'on mobilise, on fait des efforts sur la recherche ou sur l'éolien flottant ou sur les consommations d'énergie, sur l'éco-chèque. Si chacun d'entre nous repartage l'information de l'autre, forcément, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, je pense que ça coûtera rien, parce que les réseaux, l'avantage pour une fois des réseaux sociaux, c'est que c'est pas coûteux en termes de communication et ça touchera des individus que nous, avec notre communication institutionnelle, on ne touche pas forcément en fait. Vous n'avez pas des bus à prendre, non? Après, on se fait engueuler par les parents parce que le transport scolaire, ils sont en retard et tout. Alors voilà. Déjà, nous, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de répondre aux différentes questions qu'il peut y avoir au sein des jeunes, mais pas que des jeunes, même de Lozère, et pratiquement là, pour savoir un peu ce qui se passe, s'il y a des questions, voilà. N'hésitez pas, c'est le moment, jamais. Très rapidement, si vous voulez, parce qu'on est un peu en Ouais. Ce qui serait intéressant pour nous, puisque vous avez régulièrement des rencontres et vous discutez entre vous, c'est après vous faire passer des propositions. Moi, je suis pas très jeune, mais d'abord, je trouve ça super ce qu'ont fait ces jeunes-là. Mais je suis un peu inquiet d'un truc. Si j'étais eux, je serais un peu inquiet parce qu'en fait, je sais pas si on m'entend. Vous avez beaucoup dit, on en fait énormément déjà. Et en fait, ce qu'ont dit les jeunes au départ, c'est que en fait, en 2017, il y avait une augmentation de 3,2% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on en fait déjà énormément, ça veut dire que, il y a un problème dans la signification du énormément. Enfin, moi, ça me paraît vraiment inquiétant, ça. Et alors, ensuite, non. Oui, je sais bien. Mais je voulais poser une question. Je voulais juste poser une question. Derrière, en fait, ce que je voulais... Non, juste rajouter une petite chose avant. C'est deux petites choses, en fait, mais ça ira vite. Vous avez dit, monsieur Morel-Huissier, que vous nous demandiez une révolution industrielle en 3 ans. En fait, ça fait 30 ans que cette révolution est demandée. C'est pour ça aussi que je pense que les jeunes sont agacés. Et puis, en ce qui concerne la possibilité de faire une révolution industrielle en 3 ans, en fait, c'est possible, ça existe. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lorsque les États-Unis ont été attaqués à Pearl Harbor. En 3 ans, ils ont complètement reconverti leur économie. Et là, c'est la planète qui est en jeu. Donc, ça me paraît assez normal de demander plus que des petits énormément, en fait. Et ma question, c'est la question sur justement la question du financement. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. Et j'aimerais bien savoir comment, parce que tout ça, ça demande effectivement un financement énorme. Et j'aimerais bien savoir comment vous comptez vous y prendre pour financer en fait ça, de manière à ce que ce soit réalisable, cette révolution industrielle en très peu de temps. Alors, moi juste, Ludwig, je ne pense pas qu'aucun des quatre, là, on a dit qu'on en faisait énormément. C'est ton interprétation. Vous l'avez dit 2 ou 3 fois. Ah non, je pense que c'est ton interprétation. Moi, je n'ai pas dit qu'on faisait énormément de choses. J'ai dit ce qu'on faisait, et que peut-être il faudrait en faire plus. Et j'ai fait, pour ma part, et comme les copains, un certain nombre de propositions, mais je ne pense pas que tu puisses me dire qu'on en faisait trop, quoi. Non, ce qu'on a dit, on a utilisé
on a utilisé le terme énormément, mais on parlait du département de la Lozère, qui est assez exemplaire dans l'orientation environnementale, et j'ajoute la région, le département. Sur la révolution industrielle, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des révolutions industrielles qui sont compliquées. La recherche industrielle est compliquée. On peut avancer, mais on peut aussi désorganiser tout un circuit économique. Et qu'est-ce qu'on fait une fois? Une fois qu'on l'a désorganisé, comment ils font pour vivre? À un moment donné, il y a un équilibre. Et c'est ça qu'il faut vous faire comprendre des fois, c'est que c'est compliqué de changer d'énergie alors qu'on a toute une organisation qui est basée sur une énergie. Ouais, l'idéal, ça serait de sortir de tout nucléaire. Oui. Comment faire? Excusez-moi, quel système? On s'égare un peu. Et qu'en fait, la question qui a été posée, si je ne me trompe pas, c'est comment vous comptez vous y prendre au niveau financier, et qu'on s'égare un peu de la question, en fait. Là, si je me... Donc, il y avait deux questions. J'ai quand même bien écouté. Il y a deux questions. La révolution industrielle, je réponds. Et sur l'aspect financier, c'est pas difficile. Soit on fait appel à la fiscalité, vous avez vu ce que ça donnait. Soit on fait la baisse de dépenses publiques. Aujourd'hui, la question est là. Où faut-on des économies pour orienter de l'argent public sur de la recherche et sur de l'évolution écologique? Si je puis me permettre, récemment, la Banque européenne a créé 2500 milliards d'euros en 4 ans. Donc 89% sont pour les banques, 89% sont allés dans la spéculation. Donc est-ce que la Banque européenne ne pourrait pas faire exactement la même chose pour changer notre modèle économique en fait, et notre modèle pour trouver le financement en fait, ici pour les différentes actions qu'on doit mener impérativement, rapidement, avant qu'il soit trop tard. Voilà. Alors il y a d'autres questions, pardon. Bon, après, on va rentrer dans des notions complexes, hein, c'est-à-dire que créer de la monnaie, ça veut dire que on va aussi dévaluer le coût de notre monnaie. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que simplement dire est-ce qu'on ne peut pas faire marcher la machine à billets. Il faut être aussi conscient de ça. C'est je ne sais pas s'il y a un prof d'économie qui l'expliquera mieux que moi dans la salle, mais c'est des notions beaucoup plus complexes. C'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il faut être prudent avec les notions de monnaie, notamment avec l'euro. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un point qui rejoint un peu l'agacement qu'a exprimé Ludwig, qui est de dire ça fait 30 ans qu'on n'y est pas arrivé. Mais moi, je crois sincèrement qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'on arrivera finalement à cette révolution économique, sociale, industrielle, environnementale, quand le citoyen y sera prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment marche l'économie, c'est un système de marché, d'offres et de demande. Si à un moment donné, on est tous en demande de produits locaux, de produits bio, on fait tous attention à nos transports. Si mon beau gamin, mon beau-fils qui a 18 ans est à la lumière le matin en partant, si, comme disait Laurent, on fait attention à nos consommations d'iPhone parce que finalement on n'est pas meilleur que vous, si on n'achète pas des iPhones qui sont fabriqués par des usines chinoises à des coûts défiant toute concurrence parce que socialement inacceptables, c'est là qu'on arrivera à la vraie révolution. Et pourquoi on n'y est pas arrivé jusqu'à présent? Parce que la demande, en fait, le marché n'était pas prêt. Donc je pense que s'il y a des actions à mener, c'est vraiment pas des actions pour demander à Laurencio de placer, changer les ampoules et financer les ampoules ou racheter des carafes de l'eau de mande, mais c'est vraiment une prise de conscience qui va au-delà de ça et qui va vers le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est ça. Et l'autre question aussi, c'est que, on n'en a pas parlé, ça m'étonne d'ailleurs, il y a une grande mode qui est à la décroissance. Moi je veux bien qu'on parle de décroissance, et voilà, qu'on parle de sous-consommation. Sauf qu'aujourd'hui le système est fait de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est la consommation qui crée les emplois. Donc si on réfléchit de façon tout à fait basique, demain on supprime la croissance, donc on supprime les emplois. Donc voilà, on peut, moi je comprends l'énervement parce que souvent, moi j'ai 39 ans et effectivement ça fait 39 ans que j'entends parler de questions environnementales, des abeilles qui crèvent, de ce genre de choses et que finalement personne ne réagit. Mais c'est pas une question simple en fait, c'est une question
de prise de conscience mondiale. Et c'est là où votre mouvement a tout un intérêt, c'est que ben voilà, vous êtes jeune et en plus vous êtes de la génération, enfin moi je suis la génération Erasmus et vous êtes la génération planétaire, Facebook et autres systèmes de communication que je ne maîtrise pas. Ben voilà, c'est ça votre outil de communication, c'est là-dessus que vous êtes fort et que vous devez insister et changer les mentalités, y compris les nôtres, parce que le jour où mon gamin, quand je lui dis où tu veux manger, il ne me répond pas au KFC, ben j'ai fait un grand pas en avant aussi en matière de consommation. Voilà, moi je voulais juste m'exprimer sur certains points qui m'avaient assez, on va dire, énervé sur certaines choses. Je voulais tout d'abord revenir moi sur quelques petits avis que j'ai sur certaines questions. Pour moi déjà, c'est débile de dire que la solution doit venir que des jeunes ou que des enfants ou que de l'État. Pour moi, la solution, aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on a ce réchauffement-là. Et si jamais aujourd'hui, on doit mettre en place ce changement, il doit être fait par tous, pour tous et de tous. Et ça, le principe, c'est un principe, c'est la démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que tous ensemble, on s'y mette. Et c'est pour ça également que dire on a fait déjà assez de choses, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on fait assez de choses. Non, ça fait 30 ans qu'on va faire des choses, 30 ans qu'on va toujours pas les réussites. Donc c'est bien d'avoir cette envie de se dire on fait des choses, attendons, le résultat viendra. Mais aujourd'hui, la réponse est que le résultat, il n'est pas là. Le résultat, il n'est pas là. Et aujourd'hui, il faut qu'on se mette tous d'accord sur le fait que ça fait maintenant une génération qu'on est d'accord sur un fait. L'homme est en train de se détruire lui-même et de détruire la planète. Soit on réagit maintenant, parce que sinon ça va être trop tard, avec des solutions concrètes, des solutions réelles, et pas des solutions, des problèmes de fond qui ne sont en aucun cas véritablement étudiés. On se focalise sur des points précis qui, pour moi déjà, sont peut-être parfois trop petits. Et je veux également rappeler que beaucoup de personnes, et j'en fais partie, pensent qu'il faut changer profondément et changer le système peut-être également qui est en place. Et pour l'instant, eh bien, c'est con à dire, mais la seule solution qu'on ait, c'est les élus locaux. Donc, on met en place les choses maintenant, ou sinon, bah, on fait comment? C'est ça la question également. C'est un changement, il est là, on le veut tous, on n'arrive pas à trouver la solution. On essaie de discuter, il y a un moment où les discussions ne marcheront pas, il faudra agir. Bon. Une dernière question. Ouais. En fait, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un élément qui était important, c'est les élections européennes au mois de mai. Puisqu'il y a beaucoup de choses dans notre vieille Europe qui nous arrivent de directives européennes. Et il y a beaucoup d'évolutions, d'ailleurs, ce que je disais au début du débat, il y a beaucoup d'évolutions qui sont venues de l'Europe, notamment en termes d'adaptation à l'évolution environnementale et au développement durable. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées de l'Europe. Donc, il faut, le 26 mai, il ne faut pas être 20% ou 25% de Français à aller voter. Il faudrait être 95%. Alors, juste une petite remarque. Vous dites que les citoyens, il faut qu'ils montrent leur engagement, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une pétition en ligne qui est la pétition la plus signée en France à plus de 2 millions de personnes qui vient du mouvement On est prêt. Et pendant un mois, il y a des centaines de milliers de personnes, de Français, qui ont montré qu'ils étaient prêts à changer leurs habitudes, leur quotidien pour le climat, pour montrer à l'État qu'on était prêt à faire les choses et que maintenant c'était la balle est dans le camp de l'État et qu'on est prêt à avancer tous ensemble vers une transition pour la planète et juste pour pouvoir vivre. Donc voilà, moi je viens du collège Bourillon, Henri Bourillon. Et en fait, bon, je ne vais pas cacher que je ne suis pas beaucoup informé sur ce problème. Et c'est un problème aussi que les élèves de 12 ans, de 13 ans ne soient pas informés quoi, de ça. Et aussi, je voulais poser la question, pourquoi, tout à l'heure on a parlé des yaourts à 3 km, mais pourquoi on les amène à Paris pour les ramener ici? Moi, je comprends pas. C'est des logiques de centrale d'achat. C'est du business.
des choses, que vous nous écoutez pas et vous nous dites juste on a déjà fait des trucs, on fait des trucs, mais qu'en fait ça change rien, que nous on soit là et qu'on vous dise ça, et que nous on s'inquiète, et qu'il y ait beaucoup de gens qui s'inquiètent. Et du coup, ça m'embête et je pense que je suis pas la seule. Donc voilà. Non, juste une petite réaction. Bon, on doit avoir encore des progrès en communication à faire, tous les quatre. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas l'impression en fait, de vous avoir dit qu'on avait tout fait, qu'on était les meilleurs. C'est pas du tout le sens de notre discours. Je pense que ce qu'on a essayé de... Enfin, on est aussi inquiet pour vous et on partage, je pense, à la fois les mêmes convictions et la même envie de faire changer les choses. Après, moi, je reste persuadée que c'est un changement profond de comportement et que ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. Voilà, mais après, c'est ma conviction personnelle. Je vous redis qu'après, nous, à la place où on est, c'est dans chacune de nos politiques publiques qu'on doit intégrer à chaque fois ces enjeux en disant quand on fait ça, qu'est-ce que ça a comme conséquences, etc. Donc, voilà. Mais après, les élus tout seuls ne feront jamais rien. On ne peut pas trouver toutes les solutions forcément toujours tout seul. Donc moi, c'est vrai que j'ai été en attente aussi en fait, de propositions concrètes, parce qu'un discours générique qui dit ça fait 30 ans qu'on n'a rien vu, etc., bon, là, on l'a entendu plein de fois, mais en fait, moi, je n'ai pas entendu non plus au cours de cet échange des propositions concrètes de votre part. Donc c'est vrai que si vous continuez, vous, à vous réunir et si vous avez des propositions à nous faire passer, moi, en tout cas, je suis preneuse. Et après, moi, je reste persuadée que, on a bien vu que ça dépasse, on est vraiment sur une organisation mondiale qu'il faut changer, de l'économie sociale, tout ce qu'on a pu dire ensemble. Et moi, je suis persuadée que dans nos territoires, on peut montrer l'exemple à une petite échelle, et c'est un peu ce qu'on a voulu vous dire quand on vous a dit on travaille sur tel sujet, on essaye de... moi je sais qu'un de mes enjeux et de mes perspectives, c'est vraiment le développement de l'économie circulaire sur ce département. C'est vraiment un objectif. Bon voilà, mais c'est ce qu'on a voulu, en tout cas moi c'est ce que j'ai voulu faire en vous expliquant certaines actions et ce qu'on essayait de faire. Voilà. Mais en tout cas, ne partez pas en vous disant ils considèrent qu'ils ont tout fait, etc. parce que c'était vraiment pas le sens de nos paroles et je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à échanger. Quoi. Et puis on a quand même pris un certain nombre d'exemples d'opérations qui allaient venir. Moi quand je parle de l'énergie sur le cœur de la Lozère à 15 ans, quand je parle des panneaux solaires, quand on parle de cuisine locale avec le lycée de la région, voilà, c'est quand même, c'est pas des opérations qu'on a déjà fait. On se focalise aussi sur ce qu'on doit faire demain, quoi. Mais vous dites tout et son contraire. Vous dites qu'on utilise trop nos portables et ça fait une heure que vous êtes sur votre portable. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que vous nous reprochez beaucoup de choses et j'ai l'impression que vous ne comprenez pas qu'on est quand même hyper impliqués et qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper impliqués. Oui, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que vous, 4 ou 5 ou 10 qui êtes engagés dans le Youth for Climate, 160, voilà, c'est peut-être aussi votre premier engagement. Peut-être, pour certains, j'imagine. C'est un engagement quelque part qui est politique, sociétal, qui est sur une cause. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que nous sommes aussi engagés, nous avons des responsabilités à tenir, nous avons des compétences, chacun dans nos collectivités, et que donc nous sommes, y compris engagés politiquement selon le parti auquel nous appartenons, sur un modèle de société plus ou moins écologique, plus ou moins social, etc. Et que donc nous faisons au quotidien pour rendre les choses concrètes. Et on ne vous reproche pas du tout à chacun d'utiliser vos portables, ou manger de la viande, ou pas manger de la viande. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous explique, c'est que nous, comme vous, nous sommes tous, mais c'est exactement, je pense, avoir dit la même chose que le jeune homme qui est intervenu après moi. Mais bon, qu'il fallait changer le modèle de société, qu'il fallait, que c'était un problème finalement, que chacun devait prendre conscience des solutions à mettre en place. Donc en fait, je crois qu'on dit à peu près la même chose, que nous, on essaye de vous expliquer ce qu'au quotidien on fait. Et pour preuve, dans 2 de vos questions, vous avez pris des exemples de politiques que la région met en œuvre. Donc c'est que vraiment, je pense que quand on... Vous m'avez fait plaisir là. Oui, voilà. Déjà, vous m'avez fait plaisir parce que vous les connaissez. Donc, y compris sur la dernière question de la communication, on s'en sort pas trop mal à la région Occitanie.
Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'on est tous engagés finalement dans le même combat, qu'on a des armes tous différentes et que quand on vous dit c'est à vous aussi d'agir, ben, ce qu'on vous dit c'est que vous avez peut-être des armes qui sont différentes des nôtres, vous êtes une autre génération, vous fonctionnez différemment, vous manipulez très très bien la démocratie participative, ce que nous on est en train un peu de découvrir puisqu'on est des sales élus qui sommes issus de scrutin. Donc voilà, profitez-en puisqu'on va tous finalement dans le même sens et dans le même objectif. On a parlé de changement de société, de changement de modèle industriel. Et si on peut enfin aller plus vite, parce qu'une fois de plus, les citoyens ils seront prêts, hein, c'est la seule façon de réussir. Eh bien, allons-y. La pétition qui a été co-signée par plusieurs associations et mise en place par des juristes, ben, c'est très bien. Demain, si on arrive à faire condamner l'État français sur le fait qu'il ne remplit pas ses engagements, ben, on aura tous gagné. Voilà, c'est ce qu'on était venu vous dire. Nous, on fait des choses, vous faites des choses. Et maintenant, ben, essayons de trouver un chemin commun. Et je laisse le député parler parce qu'il veut partir. Non, mais surtout, ne soyez pas déçus. Il y a un transport scolaire à prendre. Il a un bus Lio qui pollue un peu moins avec sa voiture. Ne soyez pas déçus. Vous avez déjà fait un exploit, mais enfin, mettre un maire d'une commune importante sur ce département. La préfecture. La présidente, voilà, la présidente du département, la représentante de la région, un représentant du législatif. Bon, à la rigueur, il pouvait y avoir aussi un représentant de la préfecture. Mais là, vous avez des interlocuteurs qui sont en responsabilité. On vous a écouté, on vous a entendu. Vous êtes un maillon de toute une organisation. Et on est en Lozère, et aujourd'hui, on a pris du temps pour essayer de comprendre les évolutions. Moi, je pense que c'est très positif ce que vous avez fait. Juste 2 questions et après... Alors, bonjour. Je voudrais faire une intervention sur la prise de conscience dont on parle depuis le début. Cette communication que les jeunes ont mis en place avec vous, qui êtes les représentants du peuple français. Et on parle aussi d'individualisme. Alors la prise de conscience, elle doit être tout d'abord individuelle, et après être collective, et ça à travers votre voix. Et monsieur le député, c'est là où je vais attirer votre attention. Vous dites qu'il y a toujours un positif, un négatif, et que personne n'est jamais d'accord. Mais n'est-ce pas ça, le pouvoir du législatif, de ne pas être d'accord, de créer le débat ? Alors, est-ce que si des gens ne sont pas d'accord face à vous, est-ce qu'il faut leur faire remarquer ou est-ce qu'il faut s'interroger sur nos propres positions pour pouvoir amener une solution de demain ? Car une révolution, ça vient de l'évolution de nos pensées. Et si l'évolution des pensées se fait chez les enfants, chez les adolescents, chez les lycéens et les collégiens, madame, vous l'avez dit vous-même, madame le maire, madame, oui, excusez-moi, je me suis trompé, madame Pantel, vous l'avez dit vous-même, cette prise de conscience se fait chez les jeunes, mais c'est les adultes qui nous éduquent. Et c'est votre image que bien des enfants essayent d'imiter. Alors, la question de la communication qui a été mise en jeu, qui est de montrer les problèmes liés à l'écologie, de qu'est-ce qui pourrait avoir comme répercussion demain, je vous interroge sur cette question. Est-ce qu'une communication positive ne serait pas plus saine et plus enthousiasmante pour le peuple? Quand on met sur les boîtes de tabac « fumer tue »,« met le cancer », on sait très bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue marketing, tout le monde sait qu'on va un jour ou l'autre mourir. Ça ne développe rien. Mais de dire aux gens, voilà, par exemple, si vous ne fumez pas pendant tant de temps, cela va avoir tel effet sur votre corps. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir en forme. Cela a un impact, car ça met le jeu des valeurs. C'est du marketing. Vous le savez très bien, car vous jouez aussi au niveau politique. On ne parle plus de réchauffement climatique, mis à part ici, parce que là, on attire l'attention sur le problème, mais on l'a changé en changement climatique. Et les politiques l'utilisent. Parce que cela permet, bien évidemment, de changer la pensée chez les citoyens. Donc êtes-vous prêts aujourd'hui à investir de votre temps dans une communication positive, constructive et non plus négative qui ne créera rien d'autre que ce que nous connaissons aujourd'hui? Ça veut dire rien. Nous nous concentrons sur les problèmes, nous ne nous concentrons pas sur les solutions. Si nous nous concentrons sur les problèmes sans cesse, nous donnons de l'importance à ces derniers. Cherchons les solutions et cherchons-les avec les jeunes d'aujourd'hui. Oui,
alors une communication positive, on est, je pense, tous d'accord là-dessus, pour mettre en valeur les avantages de la préservation de l'environnement et des actions en faveur, pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien pour ça que la région Occitanie a mis en place non seulement une politique d'action concrète, mais aussi une communication autour de notre ambition d'être la première région à énergie positive en Europe. Comment on l'a fait plutôt? Tout simplement en montrant au lieu de montrer peut-être les efforts à faire pour la préservation de l'environnement par exemple, on a plutôt mis en valeur ce qu'on pouvait retirer socialement ou en termes de santé de ces efforts qui sont nécessaires quand on veut préserver l'environnement. Et de la même façon, on met en valeur le fait que, par exemple, la production d'énergie renouvelable dans la région pourrait demain créer des emplois de proximité, y compris sur les territoires ruraux et de montagne. Donc je pense que la communication que nous faisons dans nos institutions, elle n'est pas négative sur ces questions-là. Et après, sur la question du réchauffement climatique et changement climatique, j'attire juste votre attention sur le fait que ce sont des vocables utilisés par le parti Europe Écologie Les Verts, moi je travaille avec eux, on est dans la même majorité à la région, et ils le font volontairement en fait, justement pour inciter les changements de mentalité, les changements, pas seulement de dire oh là là, il fait plus chaud, réchauffement climatique de plus 3%, et rentrer du coup dans le débat des climato-sceptiques. Eux, quand ils utilisent le terme changement climatique, c'est pour montrer que justement ce changement peut être positif et que par une prise de conscience collective on peut l'éviter. Donc voilà, la communication positive, je pense que c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Juste pour ajouter, moi je suis 1000 fois d'accord avec ça, communication positive, parce qu'aujourd'hui on a plutôt le sentiment permanent qu'on est à martyriser les gens au quotidien sur le fait qu'on est face à une grande difficulté et qu'on ne s'en sortira pas. Donc il faut trouver des solutions, il faut essayer d'avancer et essayer de trouver des solutions. Bon, moi je reviens à votre demande de communication que vous nous avez faite. Vous savez qu'on a un magazine départemental qui s'appelle Couleur Lozère, j'espère que de temps en temps vous le lisez. Et bon, c'est vrai que ce que dit Aurélie, on essaye d'avoir cette communication positive, mais moi ce que je vous propose concrètement, c'est de vous réserver des pages dans un prochain numéro, si vous voulez travailler sur la question du réchauffement climatique. Vous travaillez avec notre service de communication et s'il y a assez de choses, ça peut être un numéro qui soit réservé que pour vous, voilà, ou en tout cas le dossier du milieu, puisqu'à chaque fois il y a un dossier avec un certain nombre de pages. Voilà, donc si vous êtes preneur, sachant qu'on a déjà écrit celui du mois de juillet, qu'on est en train d'écrire celui du mois d'octobre, mais bon, on peut éventuellement déplacer des articles et les reporter à début 2020. Et qu'on est toujours contraint par des délais d'imprimerie, etc. Donc il faut qu'on cale un calendrier et être sûr d'avoir bien le contenu au moment de sortir le magazine. Voilà, mais ça peut être un travail avec les enseignants aussi. Voilà. Vous nous faites un retour, vous en parlez entre vous et vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas. Apparemment, oui. Oui, ce que je voulais dire, vous avez le plus et le moins. Vous pouvez communiquer positivement sur un thème écolo favorable, mais vous aurez toujours derrière des personnes qui ne sont pas satisfaites et pas contentes de la communication que vous faites. Aujourd'hui, on essaye de promouvoir le photovoltaïque terrestre. Vous avez le monde agricole qui gueule comme un putois parce qu'on veut faire du photovoltaïque. Consommation des terrains agricoles. Pourtant, c'est favorable écologiquement. Et vous avez ça partout. L'éolien. Alors, quand vous êtes parlementaire dans un département, je ne vous dis pas, entre les pros et les contre, c'est compliqué, en fonction de la position que vous prenez. Alors, communiquer positivement, oui, mais voilà, le message est toujours très compliqué. Après, à l'instar de ce que Sophie a pu dire, moi, je suis preneur aussi d'idées. La rédaction d'une proposition de loi, ça peut venir de vous. À l'époque, il y a 2-3 ans, j'avais été dans une école où les gamins m'avaient proposé, les gamins parce que c'est tout jeune, m'avaient proposé quelque chose d'intéressant sur le vélo. Bon ben voilà, moi je suis preneur ici. On n'a pas la science infuse. Je suis un seul parlementaire par rapport à 577. Donc si vous avez des idées positives, on y va. Bon, je voudrais du coup aller dans ce sens, c'est en concluant, en proposant une
initiative concrète que vous pourriez réaliser à l'échelle de la ville de Mende, ça consisterait à allouer certains panneaux publicitaires qui pour l'instant sont dédiés à des grandes entreprises qui ne vont pas dans le sens du réchauffement climatique, enfin qui vont justement dans le sens du réchauffement climatique en émettant beaucoup de CO2. Donc utiliser ces panneaux pour faire de la sensibilisation et communiquer et renvoyer une image verte de la ville de Mende à ses habitants et leur permettre de commencer à se mettre dans l'esprit de toutes les actions qu'il va falloir réaliser pour réussir notre transition écologique. Merci. Vous avez le message? Oui, il va le trouver. Il faut me le faire passer. Ok. Voilà, je suis désolé, on va plus avoir de temps du coup, parce que en fait, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a vos contacts. On a des solutions, on n'a plus le temps en fait d'en débattre maintenant. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous contacte pour vous proposer différentes solutions qu'on a, notamment la solution Benjamin qui est ici, afin de mettre en place des choses concrètement. Parce qu'on n'a pas le temps ici, on n'a pas de solution, on ne peut pas, donc voilà. Et on vous contactera du coup pour toutes les solutions qu'on a trouvées, etc. et travailler par le futur avec vous. Je vous remercie à tous d'être venus, aux élus particulièrement, d'être présents et d'avoir bien voulu répondre à notre appel, et à toutes les personnes qui sont venues poser des questions et écouter ce débat, ainsi qu'à la direction du